tout au long de la journée. Mais ni les efforts, ni la fatigue n'émoucheront la passion suscitée par cette chasse. Allez, fais voler! Hein? C'est magnifique là, hein? Deux beaux jaunes de l'année et le barthalène de l'année. C'est les meilleurs à manger, ça. C'est beau, ça. L'ado, tiens, regarde. L'ado. L'ado. Et une. Elle est contente. Et une. T'as vu un peu quel arrêt qu'elle a fait? Bonne journée, hein. T'as vu en 30 secondes? T'as vu? C'est ça. À cette chasse, le chien est plus qu'un auxiliaire pour l'homme. Il joue un rôle capital. Le succès dépend de ses qualités. Plusieurs races donnent des sujets excellents. Par exemple, le setter Gordon d'Écosse et le setter irlandais. Alors comment elle a été là? Mieux encore, le braque allemand, le braque français, le braque bleu d'Auvergne, le griffon d'Arrée, l'épagnol français et l'épagnol breton. Peu exigeant, supportant bien la soif et la chaleur, ce dernier peut chasser plusieurs jours d'affilée sans manifester de lassitude. Écoute-le ce con de corps comme il chante. J'en ai connu, mais 2 ou 3 seulement, de grands nez et remarquables dans leur quête et dans leur fermeté d'arrêt. On peut reprocher à l'épagnol breton d'être cabochard, d'avoir une quête dévorisée de lui-même son arrêt. On va lui donner l'ouverture. Toutes ces races doivent pourtant s'effacer devant le pointer et le setter anglais, lesquels, possédant nez, quête, étendue, arrêt de roc, docilité, résistance, courage, faculté d'adaptation à la montagne, donneront entière satisfaction à leur maître. C'est un régal de voir évoluer sur un terrain riche en petits coqs
un pointer ou un setter anglais. D'ailleurs, à tous les concours de chasse pratiques sur ce gibier, ces deux races anglaises raflent régulièrement les premiers prix. Pour certains amateurs, le pointer est le chien idéal. Néanmoins, le setter anglais, choisi de grande taille, au-dessus du standard, bien protégé par ses longs poils, très robuste, a des partisans fidèles. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé du rapport. C'est un atout majeur en montagne, d'avoir un chien qui rapporte. De nombreux petits tétras dézélés ou tués, qui vont se réfugier ou tomber au loin, sont perdus parce que le chien ne possède pas cette qualité. Il faut, lors du dressage, la lui inculquer. La disposition au rapport varie suivant les races, mais dans chacune, il y a d'excellents retrievers. Putain, écoute-le. Époque, heure et conditions atmosphériques favorables. Les mois de septembre et d'octobre sont les meilleurs pour la chasse au chien d'arrêt. Là, il monte à Malheureusement, en septembre, du moins les 20 premiers jours en année normale, les mâles de l'année sont encore bien petits et trop encore peu un deuxième rusés. coq qui va se faire C'est tuer. pourtant le mois où, par les chaudes journées, les gros noirs tiennent le mieux l'arrêt. En conséquence, octobre reste le vrai mois de chasse. Les coqs, dans leur 4e mois, ont leur atteint le développement des adultes et se défendent bien. Les vieux mâles sont plus légers sur l'aile qu'en septembre. Cette instabilité va aller en augmentant par la suite et, en novembre, le meilleur pointer n'est pas sûr de bloquer un vieux briscard. La précipitation avec laquelle la majorité des chasseurs se mettent en chasse le matin m'amuse toujours. Certains sont en action dès l'aube ou aux premières heures de la matinée. L'impatience, la passion, l'esprit de compétition, la crainte d'arriver après d'autres chasseurs sont les principales raisons de ce départ des patrons minés. Laissez les coqs se gaver de nourriture, laissez-les s'engourdir sous les effets conjugués de la digestion et de la chaleur. Ne vous mettez pas en chasse que vers 10 heures du matin. Et si vous voulez suivre un conseil des intéressés, par grosse chaleur, attendez midi pour vous mettre en action. Vous n'aurez que quelques heures de chasse, mais toutes fructueuses. Par vent violent, nous l'avons vu, le petit tétras est remisé, souvent perché, invisible. Il en est de même par grosse pluie, laquelle de plus rend le chasseur maladroit sur ses jambes et diminue ou supprime la qualité olfactive du chien. Il est dangereux de chasser dans le brouillard. Le chasseur situe mal son chien et ses camarades. Il entend le coq partir sans le voir. Vent, pluie, brouillard, 3 motifs pour s'abstenir et se reposer. Comportement du petit tétras devant le chien d'arrêt. Selon qu'il s'agit de mâles adultes ou vieux, ou bien de jeunes de l'année avec leur mère, ce comportement est différent. Cependant, à l'opposé du grand coq, les premiers piettent peu devant le chien. Les sujets adultes, très méfiants, peuvent s'envoler à la moindre alerte, surtout après l'ouverture, quand ils ont été tirés. À cette chasse, il importe de faire le moins de bruit possible, de ne pas parler et naturellement de ne pas mettre de gros lots ou de collier au chien. Le matin de bonne heure, les gros noirs ne laissent pas s'arrêter. Puis la chaleur aidant,
Ils deviennent paresseux et, avec la fin de la matinée, ils tiennent l'arrêt d'une façon parfaite. Par temps frais, pluvieux ou brumeux, ils prennent souvent leur essor hors de portée. Les plus belles chasses, en tout cas les plus beaux arrêts, se font en temps très chaud et très beau. Quand plusieurs coqs se trouvent ensemble, le départ de l'un entraîne habituellement celui de l'autre, simultanément ou à intervalles variables. Le courage et la passion des chiens d'arrêt pour le tétralyre peuvent conduire à des situations dont on ne peut pas soupçonner qu'elles puissent exister. Les chiens que vous avez vus travailler sur tétra ont été dressés par M. Marc Pompa, dresseur professionnel de chiens d'arrêt. Ils se nomment Douchka, Diane, Daphné de la Lambaze et une des Landes du Pêche. Belle bête. T'as vu là, les colorettes là Ah, c'est beau. Tiens, viens, je vais le mettre dans ton sac. Ouais, la Fifi, elle a retrouvé le tétra. Ouais, elle a retrouvé le tétra, la Fifi. Elle a retrouvé, c'est bien ça. Il est beau, hein. Regarde, c'est dommage que la ligne lui est partie en tombant. Tiens, c'était un petit méchant.
minces plumes de la queue en forme de lyre du petit coq de bruyère lui ont voulu son nom de tétralyre. Cet oiseau de poids moyen d'1,5 kg vit dans les Alpes à l'étage forestier supérieur. Le tétralyre est peut-être le plus élégant des tétranoïdés. Il existe en Europe 6 espèces de ces gallinacés des régions froides, dont les principales caractéristiques sont la vigilance, l'art de se cacher et leur relative rareté. Deux coqs de tétralyre, plumage du cou gonflé, ailes entrouvertes se défient. Puis les menaces réciproques dégénèrent en rixes. On assiste à une série d'attaques et d'esquives, les coqs cherchant à s'arracher les plumes, soit à la poitrine, soit sur le dessus de la tête. De tels comportements stimulent les femelles, les rendent plus enclines à l'accouplement. Et blanche, avec son plumage d'été. Là, nous avons un lagopède dans son plumage hivernal. Montagne. Une gélinote savoyarde. Car en Savoie, nous pouvons rencontrer encore pas mal de compagnies de gélinotes. Nous voyons également un des très très beaux gibiers de montagne, la perdrix bartavelle, qui vit en très très haute altitude, à 2800 mètres environ, et vit en compagnie de 8 à 10 sujets. Donc toutes les Alpes françaises sont bien peuplées. Cette femelle de lagopède, photographiée un 3 novembre, est en train de revêtir le plumage blanc protecteur qu'elle conservera jusqu'à la fin du printemps. Comme la mue est progressive, son plumage est encore panaché de quelques plumes d'automne. La date des mues varie d'une année à l'autre, car elle est en partie fonction des conditions météorologiques. Nous voyons deux gros tétralyres qui ont été tués au mois d'octobre.